Ben bonsoir, cher public de qualité. C'est notre soirée histoire, littérature et pudding au pain. On sait que vous êtes venus pour la pudding au pain. Il y en a en quantité. Alors, bienvenue. C'est dans le cadre du 400e qu'on organise le musée en général, qu'on organise cette soirée-ci. Alors, pour tenir compte du thème, on a voulu que les écrits aient peut-être de l'histoire qui reflète ce 400e-là. Alors, c'est comme ça que ça va se passer, puis on va y aller dans un ordre chronologique. Parce que pour nous, ben, toute l'idée du musée, c'est de faire le tour de l'histoire, mais de différents angles. Par les objets, par les histoires, par quoi d'autre? Par les contes, par les légendes, par l'échange entre les gens qui se racontent des souvenirs aussi. Vous avez juste à vous tenir autour de l'alambic. On entend des bonnes. Alors, ce soir, c'est de faire le tour ou d'aller visiter l'histoire par la littérature. On pourrait se dire que c'est pas sérieux d'aborder l'histoire par la littérature, hein? Tu sais, de dire de se faire des contes avec quelque chose de vrai qui est arrivé, comme des faits, et de jouer avec ça d'un angle littéraire, c'est pas nécessairement sérieux. Mais quand on pense à l'histoire, les livres d'histoire qu'on avait à l'école, c'était-tu sérieux? C'était un peu littéraire tant qu'à moi. Tu sais, il y avait les bons, il y avait les méchants, hein, les bons Hurons, les mauvais Iroquois. Hein, avez-vous eu, vous autres, l'histoire du Canada racontée par les frères des écoles chrétiennes? Vous avez vu ça? Hein? Ça, c'était drôle. Pèlerin? Christophe Colomb naquit à Gênes, en Italie. Dès l'âge de 5 ans, il se passionna pour les voyages. Je sais presque tout par cœur. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, c'était quasiment des poètes, c'était trop. Bravo, bravo. Moi, c'est Madeleine de Verchères qui m'a impressionné dans cette histoire. Madeleine de Verchères se battit pendant 4 jours, 4 nuits, avec 4 soldats. Elle avait grandement peur des sauvages. Ça se peut. En tout cas, tout ça pour dire que non, je pense que l'histoire par la littérature, d'abord, ça s'est toujours fait. C'est pas nouveau. Et ça nous permet des angles qui sont moins statiques. Et c'est le cas pour notre premier invité, en fait. En fait, on pourrait en parler dans les 2 romans qui font l'objet de la présentation. Mais dans le premier roman qu'on va discuter avec Suzanne Desrochers, notre invitée, d'abord c'était sa thèse de maîtrise à l'Université de Toronto. Elle va traiter d'un sujet elle va traiter d'un sujet qui a été maltraité, mettons. Les filles du roi. Il y a de très mauvaises choses qui sont dites sur les filles du roi. Mais Suzanne va nous le présenter à travers les yeux d'un personnage qui l'a vécu. Alors, ça nous donne toute une autre perspective. Ça fait 2 ou 3 personnes à qui je parle qui n'ont pas pu finir le livre. Alors, ça doit toucher des cordes en quelque part. Je pense qu'il y a un angle, tu sauras nous le dire, Suzanne, qui est peut-être féministe. Mais en fait, la littérature nous permet justement cet angle plus humain. Alors, sans plus tarder, je vous présente Suzanne Desrochers qui va nous parler de son livre « Les filles du roi ». Bonne soirée. Ils ne sont pas ici, hein, ceux qui n'ont pas fini de lire le livre. Non. Bon. Je vais juste approcher ça un peu.
Oui, tout est bien installé. OK. Alors, j'aimerais juste commencer par dire que c'est un grand honneur d'être ici ce soir parce que c'est mon village natal. J'ai vécu à La Fontaine jusqu'à l'âge de 17 ans. Et depuis ce temps-là, je suis à Toronto avec quelques petits voyages outre-mer ici et là. Et aussi, ça me fait plaisir de voir tellement de visages que je reconnais de mon enfance et même des bons amis d'aujourd'hui dans l'audience. Et aussi, c'est un plaisir de présenter avec les deux messieurs que je connais à travers leur écriture. Bon, alors, en lien avec le thème de l'événement et avec toutes les belles activités qu'on a eues dans la région depuis l'été, je vais discuter sur l'aspect historique de mon roman, mais j'aimerais commencer en disant, parce que souvent, en tout cas quand le roman est sorti, les gens parfois m'appelaient historienne, puis je disais non, c'est pas vraiment ça. Pour moi, le roman a commencé par une exploration personnelle. Je voulais apprendre plus sur mes propres racines franco-canadiennes. Et puis, bon, je ne sais pas si je vais continuer à écrire de l'histoire, mais c'est vrai que ça a un aspect historique. Donc, on va en discuter ce soir, mais je voulais juste commencer par dire que c'est vraiment l'aspect personnel qui m'a engagée dans le projet. Donc, je vous montre ici un petit livret qui a été publié en 1998. Vous en avez peut-être des semblables à la maison. C'était la généalogie de ma famille qui a été publiée par ma tante et mon oncle. Et c'est sorti en 1998, donc j'avais 21 ans. Et c'était aussi l'année de décès de ma belle-grand-mère. Et c'était vraiment la première fois que j'ai eu la connaissance de mon histoire, de l'histoire de ma famille. C'est vrai on a tous lu l'histoire dans les livres à l'école, comme vous mentionnez, puis ça m'a franchement pas beaucoup intéressée. Il y avait des petites choses ici et là, mais c'est quand ce petit livre rose est apparu que je me suis vraiment sentie, j'ai ressenti cette connexion avec mon histoire franco-canadienne. Donc, mon premier ancêtre, Desrochers, est arrivé dans la région de Montréal en 1676. Et du côté de ma grand-mère, le premier ancêtre, qui était nommé Trottier, est arrivé en 1646. Et je suis déménagée au Japon quelques années après que le livre est apparu. Et puis, je l'ai apporté avec moi parce que je m'intéressais aux histoires qui se rapportaient surtout aux femmes de ma généalogie. Donc, il y avait le premier ancêtre sur le côté Desrochers qui est venu avec sa femme et elle a donné naissance à leur 6e enfant sur le navire, sur la traversée. Et ça m'a vraiment donné une indication, que peut-être les hommes ne considéraient pas toujours ce que leurs femmes voulaient quand ils faisaient des grandes décisions pour la famille, parce que j'imagine qu'une femme enceinte n'aurait pas choisi de faire un trajet de 2 mois sur un bateau. Mais aussi, ça m'a montré la force que ces femmes avaient et qu'il y avait des histoires très intéressantes qu'on ne lisait pas vraiment ou très peu dans l'histoire. Donc, je voulais vraiment soulever ces histoires de femmes et c'était
un défi qui est comme resté dans ma tête pendant quelques années. Mais quand je suis retournée au Canada, je me suis inscrite à l'Université York à Toronto pour faire une maîtrise, pour combiner l'étude de l'histoire de cette époque, de la Nouvelle-France, avec creative writing. Donc, je voulais écrire en anglais. Et je voulais écrire sur mes ancêtres féminines, mais comme elles avaient peut-être une ligne dans un livre ici et là, je ne pouvais vraiment pas baser toute une histoire sur leur vie. Mais donc j'ai commencé à lire un peu autour, juste pour voir ce que les femmes qui étaient un peu plus connues faisaient. Puis c'est là où j'ai redécouvert les filles du roi. Et dans ma tête, je me souviens à l'école, les filles du roi, c'était les belles princesses qui sont descendues, les hommes les attendaient à bras ouverts et elles se sont mariées, elles ont eu plein d'enfants et c'était une vie magnifique. Et c'était plus ou moins ça, mon impression des filles du roi. Mais quand je les ai redécouvertes, j'ai trouvé mention d'elles en relation avec une institution horrible qui s'appelait la Salpêtrière à Paris. C'était vraiment une prison pour les pauvres. Et au moins 50% des filles du roi sont venues de cette institution. Et elles n'ont pas eu le choix de venir. C'était décidé pour elles mais c'était une entente entre la colonie et l'hôpital général de la Salpêtrière. Et ils ont envoyé ces femmes vers le Canada. Et bon. Donc, c'est ça. Juste pour faire un petit rappel historique, vous le connaissez probablement déjà, mais ceux qu'on nomme les filles du roi étaient environ 800 femmes venues de la France au Canada entre 1663 et 1673, sous le règne de Louis XIV. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, je voulais, en écrivant le roman, vraiment démystifier cette idée qu'elles avaient été des princesses, premièrement, et puis aussi qu'elles avaient été bien accueillies au Canada, parce que, oui, c'est vrai que les autorités voulaient bien que les hommes se marient à des femmes européennes, parce qu'ils s'inquiétaient que les hommes étaient partis dans la forêt et qu'ils devenaient des sauvages au lieu d'attirer les sauvages vers la vie française. Mais en fait, les hommes, en général, ne voulaient rien à faire avec ces femmes-là. Donc, la colonie a dû leur donner plein d'argent, des incentives pour les faire marier ces femmes qui étaient venues. Et je voulais aussi montrer, à travers du personnage que j'ai créé, comment la traversée et la première année au Canada, disons, auraient été très difficiles. Donc souvent, au Canada ou en Amérique du Nord en général, quand on pense aux immigrants, on pense à leur bonne chance d'avoir quitté une vie horrible et d'être venus à une place qui leur offre beaucoup plus. Mais c'est parfois le cas. Mais pour les filles du roi, ça n'aurait pas été aussi simple que ça, parce que le Canada qu'elles auraient découvert en 1663 avait environ 3000 habitants. Et elles venaient, comme j'ai dit, majoritairement de Paris. Donc, elles étaient habituées à une société qui était très structurée, même à l'intérieur de l'institution où elles vivaient.
Ils avaient des routines journalières qui étaient précises, à l'heure, à la minute presque. Et quand ces femmes-là étaient venues ici, au Québec, elles auraient eu un choc avec toute la liberté qu'elles auraient eue. Mais ce n'était pas vraiment une liberté qui venait sans prix parce que dès qu'elles se mariaient, ce qui se faisait normalement 3 ou 4 mois maximum après leur arrivée, souvent beaucoup plus rapidement que cela, dès qu'elles étaient mariées, elles auraient été responsables d'une petite cabane à elles. Et c'était des filles avant qui vivaient dans des dortoirs et qui passaient leur journée à prier, à peut-être faire de la courte pointe. C'était pas des femmes qui savaient comment créer tout de rien. Et puis, c'est essentiellement ce qu'elles devaient faire. Et malheureusement, on n'a pas toutes les traces pour pouvoir comprendre comment elles ont pu faire tout cela. Il y avait l'institution de Marguerite Bourgeois qui a fait un apprentissage rapide pour essayer de les habituer à la vie qu'elles allaient mener. Mais c'est sûr que c'était pas assez. Puis, donc c'est ça. Dans mon roman, je voulais montrer toutes ces difficultés, toute cette peur que ces femmes auraient eues dans leur première année environ. Donc, je ne sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire avant de vous lire un tout petit passage, parce que je ne veux pas trop tarder non plus. Oui, juste une chose, c'est que en général, en France, à l'époque, l'idée de venir au Canada, c'était colorié un peu, beaucoup, par les histoires des Jésuites de notre belle région qui écrivaient et qui envoyaient leurs relations en France. Et c'était à l'époque, ce qui est très intéressant, je trouve, pour notre région, mais c'était la littérature qui était la plus lue en France de l'époque. C'était leur relation de cette expérience de rencontrer les Hurons et les Iroquois. Mais, comme vous savez, leurs histoires n'étaient pas... elles étaient terrifiantes. Donc, c'était un peu ça aussi l'intérêt pour les gens en France. Ils imaginaient leur courage, leur foi, mais les gens ordinaires en France ne pouvaient pas s'imaginer faire une telle chose ni aller à une telle place. Donc, quand les filles du roi, qui étaient vraiment en bas de la société, ont été envoyées, ont été forcées pour aller vers le Canada, il fallait quand même les envoyer sur la rivière de la Seine, vers le nord de la France, où elles allaient prendre le navire pour le Canada. Il fallait faire tout ça dans le secret de la nuit, parce que sinon, les gens de la ville auraient venu pour protester le fait qu'on envoyait des femmes à une place horrible comme le Canada. Et puis, donc, c'est comme ça qu'elles sont venues ici. Mais je vais vous lire ce que j'ai recréé, ce que j'ai imaginé de son premier hiver au Canada. Si je peux trouver, parce que j'ai perdu ma page. Et heureusement, on n'a pas d'hiver jusqu'à maintenant, mais on sait bien que l'hiver, c'est misérable. Mais sans avoir sans pouvoir chauffer nos maisons, je pense que je ne peux pas m'imaginer comment ils l'ont fait du tout. Et puis au Québec en plus. OK.
Bon. Donc, mon personnage principal s'appelle Laure Beauséjour. Laure parvient à entr'ouvrir la porte de la cabane de Mathurin, juste ce qu'il faut pour pouvoir jeter un coup d'œil dehors. Depuis des semaines, il neige presque tous les jours et les cabanes de la Pointe-aux-Trembles, si tant est qu'elles n'ont pas disparu, ne forment plus que des monticules blancs. Sur le nez et la joue exposée de Laure, l'air est vif et glacial. Elle ouvre et constate que la neige autour de la cabane lui arrive au-dessus de la taille. Devrait-elle s'y creuser un chemin? L'entreprise serait futile puisqu'elle n'a nulle intention de s'aventurer au-delà du pas de la porte. Les sentiers qui parcourent l'établissement sont ensevelis et elle n'a qu'une vague idée de leur emplacement. Quand le soleil brille, le paysage est tout blanc, aussi uniforme que la mer pendant le voyage. Aujourd'hui, dans l'air tout gris, il est impossible de distinguer les toits des quelques cabanes, le fleuve auquel elles font face, la forêt derrière et les montagnes au-delà. Pour se souvenir de l'endroit où se trouvent ces éléments, Laure doit se fier à sa mémoire. Depuis le départ de Mathurin, Laure compte les jours en faisant une entaille dans le mur à côté de la porte. Une entaille dans le bois par journée d'absence. 57 en tout. Certains matins, des glaçons pendent au-dessus de ces marques. Mathurin a quitté la Pointe-aux-Trembles l'automne dernier, quelques semaines après leur mariage. À peu près à la même époque, d'autres hommes de la seigneurie, vêtus de lourdes peaux et lestés des outils de leur négoce, ont pris la direction de l'ouest. Ils avaient l'intention de passer par Ville-Marie et ensuite de s'enfoncer dans les pays sauvages. Ils affirment qu'il faut hiverner avec les tribus indiennes pour obtenir les belles fourrures qui commandent les prix les plus élevés. Depuis leur arrivée dans la colonie à titre de soldats, les hommes ont passé l'hiver avec des Algonquins, des Montagnais ou d'autres tribus qui les laissent traquer le gibier avec eux. La loi interdit aux hommes de la Pointe-aux-Trembles de partir à la recherche de fourrure, car les administrateurs souhaitent qu'ils restent avec leur famille pour bâtir les établissements. Ces négociants hors la loi, dont Mathurin fait partie, on les appelle les coureurs des bois. En gros, les autorités les laissent faire à condition qu'ils se tiennent loin des pièges tendus par les voyageurs, les négociants autorisés par le roi. Mathurin a promis alors qu'à son retour, il aurait assez d'argent pour s'acheter un poêle en fer, du bétail et des semences pour le printemps. Seuls 2 des 7 maris sont restés à la Pointe-aux-Trembles avec leurs femmes et leurs enfants. On leur a donné pour tâche de protéger la seigneurie contre les Iroquois qui risquent d'attaquer pendant l'hiver. Laure se dit que ces femmes ont de la chance d'avoir un mari sur place. La nuit, Laure, en frissonnant dans son lit cabane, croit parfois entendre les enfants de la Pointe-aux-Trembles. Mais c'est seulement le vent qui, en s'infiltrant dans les fissures des murs, hurle comme une créature vivante. Bon, je pense que je vais arrêter là, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de, je sais pas, du ton du livre, mais aussi de ce que je voulais présenter avec mon œuvre. Bon, merci. Oui, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez adresser à l'auteur? Question d'éducation, est-ce que ces filles-là étaient quand même un peu éduquées? Elles auraient sans doute contribué au début à relever le niveau d'éducation un peu peut-être dans leur famille? Ben, très peu d'elles savaient faire plus que signer leur nom, disons. Oui. Être une femme qui savait lire au 17e siècle en France, c'était vraiment réservé pour les plus hautes classes sociales.
C'est sûr qu'il y en aurait ça comme dans mon livre. Elle sait lire parce qu'elle faisait les comptes. Donc, il se pouvait qu'elles auraient eu un peu d'expérience, mais il n'y avait aussi pas énormément de livres qui circulaient non plus. C'était vraiment un peu plus tard que ça aurait commencé. Mais peu importe, parce qu'elle n'était pas exceptionnelle à cet égard. C'était assez normal que la majorité de la population était plus ou moins illettrée. Peux-tu faire un deuxième roman? Peux-tu faire une continuation? Oui, mais je suis en train aussi de créer une famille en même temps, donc ça tarde. Ouais. En fait, c'est choix dans la vie, hein? C'est dur, mais... Est-ce que c'est possible d'y voir un long métrage dans le futur? Oh, je sais pas. Malheureusement, mon vocabulaire français me manque, mais les film rights sont optioned en ce moment, mais je sais pas. Ça prend apparemment quelques années au moins pour tout ça. Je ne comprends rien du tout de ça, mais... Oui, ça serait bien. Oui. Nos livres d'histoire nous parlent un peu de la relation entre les coureurs de bois et les Amérindiennes. Mais à travers tes recherches, quelle était la perception des Amérindiens envers ces femmes blanches? En réalité, je pense qu'il aurait eu très peu de contact entre eux et je pense que leur opinion de ces femmes-là aurait été, franchement, de ce que je peux déduire de mes recherches, je dirais qu'ils auraient pensé qu'elles étaient un peu inutiles comme femmes, juste parce qu'elles restaient dans des maisons, puis elles ne participaient pas à la société parce que vous savez, dans ces cultures amérindiennes, la femme et le pouvoir féminin étaient très central. Et puis, évidemment, du côté français, c'était un peu l'inverse. Donc, ils auraient vu qu'elles étaient faibles, incapables de beaucoup faire. Pourtant, dans mon roman, j'ai trouvé une façon de se rendre. Quel âge elles avaient? Quel âge elles avaient, les filles du roi? La majorité était plus âgée que mon personnage principal. Donc, je pense que la plus jeune avait 16 ans, la plus vieille proche de 40 ans. Mais c'était l'idée, c'est qu'elle devait être capable encore d'avoir des enfants. Puis, elles en ont eu, des enfants. Je pense que 9 enfants, c'était la moyenne. Est-ce que les maris étaient des hommes militaires ou est-ce que c'était encore des prisonniers, des envoyés de la France? Ben, ils arrivaient pas nécessairement des prisonniers, mais eux aussi, ils venaient des classes sociales très basses et ils étaient recrutés pour être une force militaire ou bien pour travailler dans les fourrures. Oui. Si tu dis que les femmes n'avaient pas une grande place dans la société en France, mais dans la culture amérindienne, ils faisaient plus, ça me fait penser que peut-être les Amérindiens auraient dû envahir la France pour les civiliser. Oui, ben, je pense qu'on arrive à ce point-là dans l'histoire, oui. Selon moi, en tout cas. Les filles du roi, est-ce qu'ils parlaient les différents patois de la France ou est-ce qu'ils parlaient le français? Oui, bien c'est intéressant parce que, comme j'ai dit, 50% au moins venaient de Paris, mais parce qu'elles ont été recrutées de l'orphelinat, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elles sont nées à Paris, parce que souvent c'était des femmes pauvres de villages ou qui venaient de familles qui ont essayé de faire quelque chose à Paris, mais qui n'ont pas pu réussir.
Donc, souvent, même si elles étaient dans l'orphelinat, elles venaient en fait d'autres villages dans d'autres parties de la France. Et c'est pour ça qu'au début, les historiens n'ont pas pu savoir que ces femmes-là étaient vraiment majoritairement de la Salpêtrière parce qu'elles écrivaient sur leur registre de mariage que leur village d'origine était quelque part d'autre. Mais en fait, c'est vrai, mais elle avait aussi passé 2, 3, 4, 5 ans à l'orphelinat. Mais elle voulait vraiment pas en parler parce que c'était pas très bien vu. Alors, la langue de communication à la Salpêtrière aurait dû être le français. Hein? Oui, par celle qui était en administration, mais il y aurait eu beaucoup de dialectes aussi. Et les hommes qu'elle rencontrait parlaient des dialectes. Il n'y avait pas de site de rencontre dans ce temps-là, donc comment est-ce que l'appliquage se faisait? Oh, ben, je ne sais pas si c'est ça la seule façon, mais ce que j'ai découvert, c'est à travers la maison, ça faisait partie de la congrégation Notre-Dame de Marguerite Bourgeois. Elle avait une maison qui qui accueillait les filles du roi quand elles arrivaient pour certaines années. C'est les recherches, c'est jamais complet là, mais pour 2 ou 3 ans, elle les a accueillies et donc les hommes venaient ou étaient encouragés de venir rencontrer, prendre une femme, se faire payer pour prendre une femme là-bas. Donc elle faisait. Il fallait absolument, sinon ils ne seraient pas venus. Puis, comme ça, c'était pas du tout hors de l'ordinaire. Le mari qui, oui, ok, je prends l'argent, j'ai la femme, et puis au revoir. Et elles étaient souvent aux prises l'hiver, comme ça. Mais c'était la survie. Elles aussi, elles faisaient des choses aussi parce que souvent les femmes, les filles du roi, parce qu'elles étaient un peu protégées par Marguerite Bourgeois et le fait de pouvoir être dans cette institution. Parfois, certaines d'entre elles voyaient que le mari n'avait pas de maison, donc il avait promis « Oui, j'ai une petite cabane, là. » Puis là, elle est où ta petite cabane? Je pense pas qu'elle existe. Je retourne chez Marguerite Bourgeois, puis je me plains. Puis donc, ils ont pu annuler certains mariages pour cette raison-là. Il fallait avoir une maison. Bon, merci beaucoup.